Bonjour et bienvenue sur Ma Culture, le point G de la culture. Aujourd'hui, avec Flapgouille, on vous transporte dans le temps et dans l'espace. Bon, dans l'espace pas trop, parce que on va pas trop loin quand même, on reste en France. Mais dans le temps, car avec Flapgouille, nous vous emmenons à Alésia. Alors Alésia, pour mémoire, c'est la grande défaite de Vercingétorix et le début de la romanisation des Gaules. Pourquoi Alésia, me direz-vous ? Parce qu'il y a quelques années, en 2012, le musée au parc d'Alésia a été inauguré en Côte d'Or, et c'est un lieu vachement chouette. Il s'agit non d'un musée, mais d'un ensemble composé d'un centre d'interprétation, d'un site archéologique et d'une sculpture monumentale bien connue, la statue de Vercingétorix par Émile Millet, datant de 1865. Le centre d'interprétation en lui-même est un bâtiment en béton recouvert d'une palissade de bois d'un diamètre de 52 mètres. 52 mètres, comme c'est étrange. Je me demande bien pourquoi. Il est l'œuvre de l'architecte Bernard Tchoumi. Alors je suis pas trop sûre de la prononciation, mais je vais dire que c'est ça quand même. Inauguré en 2012, donc, il propose une exposition permanente et une exposition temporaire annuelle. Personnellement, j'aime beaucoup l'architecture de ce bâtiment, à la fois claire, pratique et dynamique, car oui, une architecture peut être dynamique. Ce que j'appelle l'exposition permanente est un ensemble de vitrines, cartes, chronologies, maquettes et autres éléments variés permettant de retracer l'histoire de la conquête des Gaules par les légions romaines du proconsul Jules César. En effet, n'en déplaise à Astérix, Jules César n'a jamais été empereur mais bien proconsul. Ces salles permettent d'expliquer la bataille d'Alésia d'après les récits antiques et l'archéologie et de démonter les idées reçues sur les Gaulois. Vaste programme s'il n'en est, n'est-ce pas ? Vers 58 avant Jésus-Christ, le Sénat romain ordonne au proconsul Jules César de pacifier les Gaules, afin d'étendre la zone d'influence romaine et de faciliter le commerce avec ces peuples dont l'artisanat est très recherché, en particulier les textiles et les objets artisanaux en métal. Alors les Gaules, elles avaient rien demandé, mais il fallait pacifier quand même. Pendant plusieurs années, Jules, oui, je parle comme Cléopâtre dans Astérix, j'adore Astérix. Jules, je disais donc, multiplie les campagnes militaires pendant la belle saison, comme il est d'usage à l'époque. En effet, jusqu'à une période assez récente, il était d'usage de faire la guerre lors de la belle saison, printemps, été, début de l'automne, puis, pendant la saison moche, de rentrer chez soi. Cette invasion n'est pas vue d'un très bon œil par tous les Gaulois, qui finissent par mettre un temps de côté leur rivalité clanique pour s'unir sous la bannière de Vercingétorix. « Ralliez-vous à mon panache blanc », qu'il disait. Ah non, en fait c'est pas lui, désolé, c'est Henri IV pour ceux qui se demandent. Vercingétorix, donc, est un prince gaulois romanisé, c'est-à-dire qu'il connaît les pratiques romaines et espère bien retourner ce savoir contre eux. Après plusieurs années de batailles et d'escarmouches, Vercingétorix sort victorieux de l'affrontement à Gergovie. Alors, je sais toujours pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas de station de métro Gergovie. On a bien Alésia alors que c'est une défaite. Pourquoi pas Gergovie alors que c'est une victoire ? Bizarre. Tout gaillard de cette victoire, il poursuit les Romaines légions, eh oui, toujours Astérix, jusqu'à Alésia. Mais là, Jules retrouve une partie de son armée, et pour les Gaulois, ça commence à tourner au boudin de sanglier. Non, je rigole. Enfin, quoique. En attendant l'armée de secours, les troupes gauloises composaient de 80 000 hommes tout de même. Là, on peut se demander si Jules n'exagère pas un peu façon Hérodote, parce qu'avec une armée de secours de 240 000 hommes, contre près de 70 000 Romains, ça fait quand même beaucoup, Je vous laisse faire un petit peu de maths, ça fait quand même un ratio impressionnant. À ce compte-là, même Agécanonyx devait être de la partie. Je ne vais pas vous raconter la bataille, mais en gros, malgré l'arrivée de l'armée de secours, plusieurs tentatives de percer les lignes romaines confortablement installées entre deux lignes de défense, les fiers Gaulois ont perdu. Vercingétorix s'est rendu dans un geste théâtral, idéal pour les peintres romantiques en jetant ses armes aux pieds, et non pas sur les pieds, de Jules César. Là, il est capturé, emmené à Rome pour le triomphe de César, son pratique locale, puis vraisemblablement exécuté, étranglé dans sa cellule selon les sources antiques. Ses compagnons sont en grande partie réduits en esclavage, chaque légionnaire recevant un esclave. Là, je retourne aux maths de tout à l'heure, c'est quand même bizarre. J'arrête là mon cours d'histoire, la page Wikipédia est très bien faite pour ça. Ou bien vous allez au musée au parc d'Alésia, ce qui est encore mieux. Si les Gaulois ont longtemps été représentés comme arriérés, vivant dans des huttes, en mode chasseur-cueilleur, même par les écrivains antiques pour qui ils n'étaient que des barbares, les Gaulois étaient au contraire des agriculteurs et d'excellents artisans comme en témoignent les objets en terre cuite et surtout en métal, retrouvés lors des fouilles. Leur équipement militaire était relativement similaire à celui des Romains, à quelques variations près. Et non, ils ne se battaient pas torse nu par exemple, à ne pas confondre avec les Pictes en Britannia, qui eux combattaient, selon les sources, presque nus et pas en bleu. Wouh, Avatar.
Mais revenons au musée au parc d'Alésia, où tout ça vous est expliqué avec moult détails et dispositifs muséographiques. Les différentes salles présentent donc les armées gauloises et romaines en vis-à-vis suivant un code couleur. C'est très important le code couleur en scénographie. Le rouge pour les Romains, le bleu pour les Gaulois. Petite curiosité scénographique, une figure de Napoléon III, plus grand que nature, je tiens à préciser, entourée de 2 vitrines d'époque, très jolies par ailleurs, le tout sous une moustiquaire pour mentionner les fouilles faites sur le site au 19e siècle. Je le signale plus parce que c'est drôle que pour l'intérêt intrinsèque du geste muséographique. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les fouilles du 19e siècle sont fondamentales pour la connaissance de la bataille d'Alésia, mais que tout le matériel archéologique découvert a été transféré au Musée national d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye. Si vous y êtes jamais allé, c'est le moment. Cette partie de la zone d'exposition se termine par un petit film retraçant la bataille. Petit film plutôt sympa, parce que bon, la bataille, elle a été sympa pour personne. Par beau temps, des mini-démonstrations de l'équipement et des tactiques militaires soit gauloises soit romaines ont lieu près des fossés reconstitués. Et maintenant, on prend la voiture ou le car pour les 3 km en pente raide qui séparent le musée au parc des vestiges gallo-romains d'Alis-Sainte-Reine. Ce complexe archéologique découvert au 19e siècle lors des fouilles entreprises par Napoléon III à Alis-Sainte-Reine comprend un vaste théâtre de 4000 à 5000 places, un temple, des rues, des échoppes, etc. Le site, relativement vaste, est particulièrement lisible depuis le ciel car, après son abandon au 7e siècle, les pièces ont été réemployées dans la construction des villages avoisinants. Fait remarquable, ce site est visible depuis plus de 100 ans. Non loin se trouve la statue grandiose de Vercingétorix, d'un romantisme frappant qui est devenu l'emblème du lieu et la représentation la plus courante du chef Avers. Avers est contre tous. Bon ok, je sors. Mais pas tout de suite. Pour information, un projet de construction d'un musée situé non loin des vestiges archéologiques est à l'étude. Les fouilles préventives sont déjà en cours, mais les financements incertains. Espérons que ce musée sorte de terre un jour pour former un complexe culturel et touristique complet sur ce site exceptionnel par son histoire et sa portée symbolique. À bientôt sur Ma Culture pour de nouvelles aventures.